Bonjour, bienvenue à LSA Direct, votre émission d'actualité du soir d'Algérie. Aujourd'hui, nous parlerons de femmes, de leurs droits, de ceux qu'elles ont déjà arrachés et de ceux pour lesquels elles doivent encore se battre. Nous parlerons également des violences qui leur sont faites malheureusement. Nous parlerons également de la prévalence des divorces en Algérie et du code de la famille. À la veille du 8 mars, nous parlerons également de la signification que peut avoir encore cette journée de droits des femmes. Pour cela, j'ai l'immense plaisir de recevoir Maître Nedia Idzaï, avocate et présidente du Centre d'information et de documentation sur le droit de l'enfant et de la femme. Maître Idzaï, c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté. C'est également un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci beaucoup. Maître Merci. Idzaï, donc nous sommes à 2 jours de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. J'insiste sur les droits, pour ne pas dire la journée de la femme, comme on a pris l'habitude ces dernières années de le dire, d'en parler dans ce sens-là, avec beaucoup de folklore. Est-ce qu'aujourd'hui, cette journée a encore tout son sens en Algérie? Je pense que oui. Ça peut être une fête, mais c'est certainement une journée où on fait le bilan des acquis en termes de droits pour les femmes, en tout cas, et pour les femmes algériennes. Donc, ça sera pour nous un jour de bilan et non pas de fête. Alors, le bilan, c'est de voir un peu depuis, on va dire, depuis une vingtaine d'années où nous en sommes. Parce que depuis 62, depuis l'indépendance à nos jours, il y a quand même eu une évolution, il y a quand même eu des acquis. Brièvement, en termes d'évolution et d'acquis, en termes d'éducation, les femmes sont présentes, même dans les chiffres, elles sont presque à parité avec les hommes dans le corps des enseignants, dans le corps de la magistrature, elles sont plus de 45%. Dans le corps de la santé, elles sont à près de 50% également. Donc en termes d'éducation, l'Algérie a fait un énorme effort et les femmes donc ont bénéficié de ce droit à l'éducation, en tout cas depuis les années d'indépendance. Après, bien sûr, vous avez les autres droits sociaux, économiques et politiques. En termes des droits sociaux également, nous avons une législation vraiment des plus égalitaires et où les femmes ont les mêmes droits sociaux que les hommes. En matière de sécurité sociale, en matière de protection, de congé de maternité. Et puis, voilà, on voit qu'on a décidé que le congé de maternité serait augmenté et porté à 5 mois. Donc, voilà une évolution qui est importante. Après, en matière de droits économiques et politiques, peut-être que c'est là où on verra un peu non pas d'obstacles, mais de difficultés aux femmes à accéder, par exemple, à des postes de décision dans les entreprises. Elles ne sont que 10%, quand on sait qu'elles ne sont que 15% sur le marché du travail. Et donc, c'est très peu. Alors qu'elles sont majoritaires dans les universités. Elles sont majoritaires dans les universités, mais elles se perdent sur le marché du travail lorsqu'elles sortent de l'université. Et on se demande où elles vont. Elles vont dans l'informel. Et l'informel est le plus gros porteur des femmes, c'est là où elles vont se retrouver. Et donc l'informel, ça veut dire qu'elles ne seront pas déclarées à la sécurité sociale, ça veut dire qu'elles ne seront pas protégées, que socialement elles n'auront pas elles n'auront pas leurs droits sociaux. Et c'est pour ça qu'il y a quand même des mécanismes qui ont été mis en place pour les encourager à aller vers le formel, particulièrement par les mécanismes d'aide à l'emploi. L'ANGEM, qui s'appelle autrement, je crois aujourd'hui, l'ANSEJ, qui apporte un autre nom également, et qui permet, mais les femmes, elles utilisent beaucoup plus l'ex-ANGEM, parce que c'est des petits crédits sans intérêt, et donc ce sont ces mécanismes d'aide à l'emploi qui peuvent leur permettre de revenir vers le formel, parce que le gros lot des femmes qui travaillent sont dans l'administration, sont dans la fonction publique.
Et donc, dans la fonction publique, ce qui veut dire qu'elles vont vers un travail sécurisé, un travail qui est là, et à l'ONS, cet organe ne prend en compte que les femmes déclarées. Et donc, c'est pour ça que nous avons si peu de femmes, en tout cas en termes de chiffres, alors que, selon l'OIT, les femmes en Algérie seraient à 42% de femmes qui travaillent. Donc voilà, donc sur le plan du travail, il y a peut-être des choses à faire en termes de l'accès à l'emploi, mais aussi au poste de responsabilité. Ensuite, en politique également, les droits politiques, oui, la femme vote, peut être élue, peut être éligible. Elle est électrice, et ça depuis 62, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais par contre, en termes de représentativité des femmes au Parlement, nous avions à un moment donné, en 2012, réussi à avoir la loi sur le quota, mais celle-ci a disparu en 2020. Elle a divisé quand même au sein de du la mouvement. parité. Oui, à l'époque, quand la loi sur le quota est sortie, oui, il y a eu un débat en disant non, c'est l'égalité, non, le quota n'est pas un bon instrument. Or, c'est un instrument pour arriver à la construction de l'égalité. C'est un palier qu'on est obligé de suivre parce que la CEDAW, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination que l'Algérie a ratifié, préconise ce mécanisme. Et c'est un mécanisme donc qu'on a légalisé et qui permettait donc aux femmes d'accéder aux postes électifs. Et c'est comme ça que nous avons eu les 146 femmes, 147 femmes. On était à la 25e place quand même, classée dans le classement de l'Union interparlementaire. Aujourd'hui, avec la parité dans les listes de candidatures prévues par la loi électorale, cette parité qui ne garantit pas la parité dans les résultats a fait que nous avons 32 parlementaires. C'est un recul. C'est un recul. Et aujourd'hui, nous sommes à la 168e place au rang de l'Union interparlementaire. C'est quand même, ça fait mal. Ça fait mal parce que, oui, nous ne sommes pas contre la parité. Mais la parité aussi, elle se construit. La parité, elle peut naître d'une volonté politique. Elle peut naître d'une volonté politique. Mais lorsqu'on l'introduit comme ça, dans un texte qui est la loi électorale, et lorsque on dit la parité dans les listes de candidature, on aurait pu aller plus loin, laisser la loi sur le quota et faire en sorte que les résultats soient un palier pour arriver à la parité. Parce que la parité, c'est aussi une mentalité, c'est un comportement, c'est comment réagissent les électeurs par rapport aux femmes. Et donc, est-ce qu'on doit attendre un siècle pour que les comportements changent, pour que les mentalités... Donc, les mentalités, il faut les bousculer un peu. Et lorsqu'on les bouscule par des mécanismes de ce genre, et ce sont des mécanismes que les textes internationaux prévoient et que nous avons ratifiés. Donc, nous sommes dans l'obligation de les appliquer, de les introduire dans notre législation. Et voilà, alors donc si ça doit passer encore par un autre plaidoyer que nous devons faire pour revenir au quota, ben je pense qu'on va le faire. Je pense que même au niveau politique, nos institutions ont compris qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné lorsqu'on a introduit la parité dans les listes de candidature. Parce que comme vous l'avez si bien dit, Maître Aïdzaï, il s'agit aussi de travailler sur les mentalités. Absolument. Je fais référence là au sondage que vous avez fait en 2022 sur l'opinion des Algériens et des Algériennes aussi sur justement cette histoire d'égalité, de parité. Les résultats, ils sont quand même assez... certaines réponses des personnes sondées étaient mitigées. Oui, oui, oui. Et surtout celles des adolescents. Des adolescents. Absolument. Nous n'avons pas fait ce sondage uniquement auprès des adultes, on l'a fait aussi auprès des adolescents.
Et on l'a fait pour essayer de mesurer, en fait, quelle est la perception de l'égalité par rapport donc aux Algériens sur certaines questions, parce que là où ça gêne, quand c'est l'égalité dans l'espace public, elle va se présenter à la députation. Par contre, si elle doit se présenter à la présidence de la République, là, les gens ils vont vous sortir ce fameux hadith ou je ne sais quel est l'adage qui a dit un pays ne peut pas être dirigé par une femme, alors que on a vu des pays musulmans être dirigés par des femmes, le Bangladesh, l'Indonésie, où il y a plus de 200 millions de musulmans. Donc c'est quelque chose qui tombe. Et c'est encore une affaire de mentalité, c'est pas autre chose. Mais quand même une mentalité qui a quand même été bousculée par, en tout cas, le fait qu'il y ait au moins 2 femmes qui se présentent à l'élection présidentielle. Et ça aussi, c'est ça qui permet le changement des mentalités jusqu'à ce qu'un jour, effectivement, on puisse dire ça va évoluer dans notre pays. Donc, en matière d'égalité, la perception de cette valeur reste quand même très conservatrice. On a une mentalité conservatrice, on a une société conservatrice, et les gens sont, selon la question que vous allez leur poser, lorsqu'il s'agit, le travail, par exemple. Lorsqu'il s'agit du travail, alors que le travail relève du domaine public. C'est quelque chose qui est reconnu, c'est un droit. Mais par contre, on va vous dire, c'est soit laissé au choix de la femme, soit la femme, non, ne doit pas travailler, alors que c'est un principe constitutionnel. Donc, mais je pense que ce n'est pas ça qui va entraver le droit, parce que ça ne sont que des opinions d'un moment. Une société évolue, et heureusement d'ailleurs. Donc, mais en tout état de cause, oui, pour le droit au travail, il y a eu des réponses assez mitigées, mais pour ce droit au travail, de tout temps en tout cas, et on l'a vu avec le Code de la famille de 1984, beaucoup de divorces ont été demandés au motif que la femme travaillait. Au motif que la femme refusait donc l'ordre qui était donné par le mari de quitter son emploi. Et le mari obtenait le divorce parce que la femme devait l'obéissance au mari. Et heureusement que ça a été changé en 2005. C'est pour vous dire un peu aussi ce droit au travail qui a été un peu bousculé par le code de la famille, en faisant que l'homme pouvait aller rompre le lien conjugal au motif que la femme refusait de quitter son travail. Donc 2005, l'ordonnance et la révision du code a fait que on a redonné à la femme donc sa pleine capacité à aller travailler, d'abord sans autorisation, parce que celle-là n'a jamais existé. On a été le seul pays où l'autorisation du mari n'a jamais été une obligation pour que la femme travaille, alors qu'en France, jusqu'en 1976, les femmes avaient besoin de l'autorisation du mari pour travailler, pour ouvrir un compte bancaire. Et nous, lorsqu'on a ce genre de droit, d'abord on ne sait pas le mettre en évidence et ensuite on le perd. Voilà, on nous l'a fait perdre en 84, mais heureusement qu'en 2005 ça a été récupéré, et les choses ont été rétablies, et ce droit même peut être protégé dans le contrat de mariage. La femme peut exiger de continuer à travailler, de garder son emploi et de ne pas le perdre. Donc, ça c'est lorsque le contrat de mariage est établi entre les deux conjoints. Ensuite, il n'y a pas que le droit au travail qui est
qui a été donc posée aux questions à laquelle on a eu toutes ces réponses, il y a eu aussi les droits des femmes dans la famille. Alors, dans la famille, et c'est là où les gens vont être partagés entre cette volonté pour la femme d'aller vers plus d'émancipation et cette volonté aussi de laisser la femme sous l'autorité d'un père, d'un frère, du mari. Et les citoyens étaient partagés. Donc, par exemple, pour la liberté du mariage, pour le choix du mari, pour la tutelle. Et c'est là aussi où la tutelle est un peu problématique, parce que quand vous expliquez aux gens que la femme algérienne est quand même citoyenne à part entière, elle vote, elle est éligible, elle est électrice, donc comment se fait-il que dans la famille majeure, il faut qu'elle soit sous l'autorité du père ou du mari ou du frère parce qu'il lui faut un tuteur? On vous répond non, il faut la protéger. Mais la protection ne vient pas systématiquement et elle n'est pas de droit de la famille. Oui, la famille va la protéger, mais c'est l'État qui protège. Donc la famille ne doit pas se substituer à l'État. Et c'est un peu ce qui s'est passé, par exemple, pour la violence. Lorsqu'on a criminalisé la violence à l'égard des femmes, avec les 4 types de violences bien définis dans le Code pénal, il y a eu quand même un débat à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au Parlement, à l'Assemblée nationale, où des factions donc, parlementaires de partis politiques ont dit non, l'État n'a pas à s'immiscer dans les affaires familiales, c'est la famille qui protège contre les violences. Et non, nous, notre souci était de sortir la violence de la sphère privée et de la rendre publique et de dire à l'État, c'est nos institutions qui doivent protéger les femmes. Et heureusement d'ailleurs, donc le texte est passé 9 mois après son élection au Sénat. Donc, on a failli vraiment, non pas le perdre, mais être bloqué. Le texte aurait pu être bloqué davantage. Voilà. Il constituait une avancée dans le fait où on reconnaissait, reconnaissait enfin que les femmes étaient violentées, que les femmes subissaient des violences à l'intérieur même et qu'il fallait les nommer, et qu'il fallait les nommer. Ces violences, il fallait les nommer. Violence physique, violence conjugale, parce que dans l'ancien texte du Code pénal, le texte existait, l'article 264, mais il était impersonnel. Il s'adressait aussi bien aux hommes qu'aux femmes, c'est-à-dire toute personne qui subissait qui subissait une agression était sanctionné. Donc, ça n'était pas particulièrement spécifié et spécifique aux femmes. Alors que là, non, on dit conjoint. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Puis vous avez des articles où on parle de femmes, la violence économique. Lorsque la femme subit une violence économique, on va la déposséder de son bien. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Mais ce qui est important surtout, c'est que c'est nos institutions qui protègent les femmes. Et l'article 40 de la Constitution de 2020 est venu le confirmer. Et c'est ça qui est important. Donc 2015, on a eu la criminalisation des types de violences. 2020, la Constitution dit « l'État protège les femmes contre toute violence, toute forme de violence exercée contre elles dans l'espace public, dans l'espace privé et dans la sphère professionnelle. » Et elle met en place des mécanismes de protection qui existent. Mais le dire, le constitutionnaliser, c'est important. C'est que l'État a reconnu que c'était lui le premier protecteur des citoyens et particulièrement des citoyennes. Donc vous voyez, ça avance, ça progresse dans la prise en charge doucement, mais ça fait 40 ans qu'on travaille sur les violences et c'est vous dire que
ben voilà, ça porte ses fruits. Et si l'article 40 a mis en place des mécanismes de protection, nous avions aussi dit que les deux mécanismes dont parle l'article 40, qui sont l'assistance judiciaire et les centres d'accueil, il manquait les ordonnances d'éloignement. Et les ordonnances d'éloignement ont été donc prises en charge par le Code pénal d'avril 2024, où toute victime d'une violence, d'une agression physique, d'un harcèlement, peut donc, lors de l'instruction, demander au juge d'instruction de prendre une ordonnance d'éloignement de l'auteur de la violence. Donc c'est important. Voilà un mécanisme qui nous manquait et qui va être, qui est mis en place et donc qui peut être le ministère de la Solidarité est en train de plancher sur la stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ça veut dire qu'avant, on n'en avait pas de stratégie? Si, on donc c'est une actualisation On en avait une, c'est une très bonne stratégie que j'estime être encore d'actualité parce qu'elle n'a pas été entièrement réalisée. C'est la stratégie de 2008 à 2014, n'a pas encore été entièrement réalisée, je le répète. Parce que il y a encore beaucoup d'actions que porte cette stratégie et que nous pouvons encore appliquer et travailler sur en ce moment. Ce qu'a réalisé la stratégie de 2008, c'est la formation des services de sécurité sur la prise en charge des femmes victimes de violences. C'était très important que les services de sécurité changent de vision sur les femmes qu'ils reçoivent lorsqu'elles viennent déposer plainte. Qu'ils ne disent pas à une femme, rentre chez toi, c'est ton mari. Absolument, rentre chez toi, tu pardonnes-lui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la clause du pardon. Sauf que la clause du pardon, elle n'est pas sortie comme ça par hasard dans cet article-là sur les violences. C'est quelque chose que l'Algérie a adopté depuis l'adoption du code pénal. C'est que lorsqu'il s'agit des problèmes de famille et autres, les éléments de cette famille peuvent pardonner et donc la plainte est retirée. Sauf que là, on leur a dit, oui, ça peut se faire, mais uniquement pour la responsabilité civile. Mais laisser l'action publique continuer parce qu'elle est dissuasive. Voilà, ben j'espère qu'un jour on viendra à peut-être abroger cet alinéa du pardon, sauf que toujours dans la loi pénale de 2024, on a cadré le pardon. On a mis on a demandé au juge qui traitera de l'affaire sur les violences, de vérifier que la femme n'a pas pardonné sous pression. Sous la pression, parce qu'il y a la pression de la famille. Voilà, absolument. Donc ça, il y a un article dans le Code pénal de 2024 qui, je ne veux pas dire ordonne, mais qui prévoit que le juge doit, qui dispose que le juge doit s'assurer que le pardon n'a pas été donné sous pression. Ce qui constitue une autre forme de violence. Absolument, ou qui a été donné comme ça sous contrainte. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui sont là, dont on peut se prévaloir et de dire que cette stratégie qui a commencé à porter ses fruits, parce que c'est dans la stratégie qu'il avait été noté qu'il y aurait une loi qui criminaliserait les violences. Donc ça s'est fait en 2015, il y a eu cette loi pénale qui a introduit et qui a incriminé les types de violences, mais il reste encore beaucoup de choses à faire de cette stratégie. Donc le ministère c'est aussi très bien que le ministère revienne
sur une stratégie de Oui. lutte contre les violences, mais moi je leur suggérerais de revenir vers l'ancienne, de voir ce qui a été fait, et de reprendre ce qui n'a pas été fait et pour aller beaucoup plus loin et ne pas perdre de temps surtout, Oui. parce que une stratégie, ça met du temps pour être mis en place, pour être écrite, pour Appliqué, être oui. appliquée, et pour être mise en Déjà forme déjà. rédigé, oui. La rédaction, donc il faut faire un état des lieux. Donc on en a une, il y a des choses qui ont été faites, on la reprend et on continue. D'ailleurs, c'est dans cette stratégie aussi que il avait été il avait été écrit que il fallait coordonner les services de prise en charge des femmes victimes de violences, ce qu'on appelle, ce que nous avons appelé le Le guichet guichet unique. unique. Justement, parlez-nous du Voilà. plaidoyer, Maître Aïdzaï. Donc nous sommes rentrés dans le cadre de cette stratégie, toujours de 2008, qui pour nous est vraiment encore d'actualité. C'est pour ça qu'il faut peut-être y revenir. Donc toujours dans ce cadre-là, mettre en réseau tous les services par lesquels passe la femme violentée. Lorsqu'une femme est victime de violence, elle va aller où d'abord? Elle va aller à l'hôpital pour se faire délivrer un certificat médical, médecin légiste. Ensuite, avec ce certificat, elle va à la police. Après, c'est la justice. Après, c'est les services sociaux, parce qu'il faut qu'elle aille quelque part, il faut qu'elle aille dans un centre, il faut qu'elle aille... Donc, qu'elle soit au moins prise à charge et puis réhabilitée, parce que cette femme qui est violentée va peut-être sortir de la maison, il faut lui trouver un travail, il faut la prendre en charge socialement, il faut lui trouver un hébergement, et donc il faut la réinsérer dans la vie normale, surtout si elle est avec des enfants. Oui. Donc le guichet unique, en fait, c'est de dire à nos institutions, et c'est dans ça où nous avons fait ce plaidoyer, nous avons démontré que la femme qui est victime de violence perd du temps à faire le tour des institutions qui souvent la dissuadent, cette perte de temps la dissuade, et elle rentre chez elle et elle continue à être violentée. Donc on leur a dit, mettons tous les services dans un même lieu pour que cette femme qui, lorsqu'elle est victime de violence, elle se déplacera et tous les services sont là pour la prendre en charge. Bien sûr, les services, ça veut dire un représentant de ces services qui seront dans ce même lieu et qui faciliteront les démarches à la femme, médecin légiste, police, procureur, et les services sociaux, mouvements associatifs, assistantes sociales, psychologues. Voilà, c'est un peu tout ce personnel, mais tous ces services qui seront dans ce même lieu pour pouvoir alléger la souffrance des femmes et l'accompagner, les accompagner dans leur démarche administrative et juridique. Voilà, c'est un peu ce plaidoyer que nous avons porté auprès de nos institutions. Moi, je peux vous dire qu'on a eu l'écoute et on a eu l'attention. Oui. Et là, j'en suis vraiment ravie parce que et c'est pourquoi le président a ordonné, d'abord dans le Conseil des ministres, et je suppose, je veux bien, parce que nous avons envoyé au président et à tous les ministères et à toutes les institutions notre plaidoyer, et donc au Conseil des ministres, il a décidé qu'il y aurait un mécanisme de prise en charge des femmes victimes de violences, quel que soit leur statut. C'est ce qui est bien. Donc, pour nous, c'est une réussite. C'est pour nous, moi, je suis contente qu'il y ait eu cette écoute et tout de suite cette réponse rapide à effectivement prendre en charge les démarches des femmes victimes de violences. Et c'est là où le ministère donc, de la Solidarité a été instruit, comme le ministère de la Justice, à se pencher sur cette question. Et nous, entre-temps, on a été invités par le ministère de la Justice pour expliquer un peu notre plaidoyer
notre démarche, notre vision pour ce guichet unique de prise en charge des femmes victimes de violences. Quand on parle de violence, Maître Aïdzaï, vous avez au niveau du CIDEF un centre d'appel. Vous recevez les appels des Oui. femmes. Quelles sont les formes de violence qui reviennent le plus souvent? Alors, on a un centre d'appel qui nous permet effectivement de recevoir des plaintes de femmes qui subissent des violences psychologiques, Oui. du harcèlement au milieu du travail, il y en a, des violences sexuelles, des violences à l'égard des enfants, un attouchement. Ça aussi, il y en a beaucoup. Ouais. Et c'est assez difficile aussi de traiter de ces questions-là, mais heureusement que nous avons aussi une psychologue. Et donc, quand l'écoute est faite par téléphone, on leur demande de se présenter au centre, parce que nous avons à la fois cette écoute juridique en présentiel, et nous avons cette écoute aussi psychologique Oui. qui est là, puisque la psychologue reçoit et la maman et les enfants. Ça ne veut pas dire que nous ne recevons pas de papa ou d'hommes, hein. Nous les Qui se plaignent recevons d'eux? aussi, qui se plaignent, mais ils sont très rares, bien entendu, qui se plaignent de l'éloignement des enfants, qui se plaignent des violences aussi, mais c'est vraiment C'est rare. rare, Mhm. rare de rare, mais on en a quelques-uns qui viennent. Parfois, nous faisons de la médiation. Nous essayons d'essayer de trouver vraiment quand la situation n'est Pas pas très, si oui. grave que celle-là, quand les violences ne sont pas des violences vraiment pour lesquelles il faut se taire, hein, parce que toute forme de violence, tout geste, tout doit être dénoncé. Et c'est ce que nous disons aux femmes, il faut parler, il faut dire. Parce que dans le sondage que nous avons fait en 2022, 900 000 femmes nous ont dit avoir été victimes de violences cette année-là, 2022. Et lorsque nous comparons ce chiffre avec le nombre de dépôts de plaintes au niveau des services de sécurité, qui ont été de l'ordre de 7 000, à peu près 7 500 en 2022, l'écart est énorme. L'écart est énorme. C'est pour ça que nous disons aux femmes, parlez, ne gardez pas, même si au début vous n'allez pas tout de suite au dépôt de plainte, parce qu'elles ne vont pas tout de suite au dépôt de plainte. Parfois, elles font juste elles déposent une main courante, c'est tout. Elles vont, elles signalent. Oui. Et maintenant, même les mains courantes sont prises en charge dans les statistiques de la police. Mais il ne faut pas que ça reste des statistiques uniquement, pour dire, voilà, nous avons reçu tant de femmes. Non. Il faut que le pas soit franchi, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle franchisse le pas de la plainte, parce que très souvent, c'est aussi dissuasif. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive devant la justice, l'époux peut changer l'époux ou l'agresseur, hein, parce que c'est pas toujours l'époux, mais ça peut être le frère, ou autre, le cousin ou autre, donc quelqu'un de la famille. Mais nous leur disons de parler aussi pour ne pas arriver au féminicide, pour ne pas arriver à l'ultime acte qui lui ferait perdre sa vie. Voilà, parce que quand vous recevez des femmes qui ont été agressées au couteau, qui ont reçu des coups de poing, ou qui ont... là, c'est quand même assez dangereux. Et on l'a vu, il y a au moins... Bon, c'est vrai, la police ne parle pas de féminicide, elle parle d'homicide volontaire, parce que le féminicide n'est pas encore incriminé dans notre législation. Et c'est vrai que le féminicide, il faudra aussi lui donner une définition. C'est lorsque les femmes sont tuées par quelqu'un qui leur est proche.
Parce qu'il peut y avoir on peut tuer une femme, mais ce n'est pas un féminicide, c'est un meurtre. Hein, on peut vous pousser, vous tomber. Par contre, si on tue une femme parce que elle est une femme, on a perdu le contrôle sur elle, ça devient un féminicide. Donc les conditions sont claires aujourd'hui pour incriminer le féminicide chez nous, dans notre pays et puis dans notre code. Il y a certains pays qui l'ont fait, en Amérique latine ça a été fait, la Belgique vient de le faire. Donc je pense qu'on peut le faire aussi. On peut le faire. Et les statistiques, Maître Aïdzaï, ne révèlent pas vraiment l'ampleur du phénomène de la violence. Non. Oui. Ben, Ni je des vous dis, féminicides, ni des violences en général. Ben, les violences, nous travaillons avec les chiffres de la police. Donc la police, elle nous donne des chiffres de plaintes enregistrées. Ça ne dépasse pas les 7000, les 7500. Bon, c'est vrai que depuis de nombreuses années, c'est toujours le même chiffre qui apparaît. Et la gendarmerie, c'est pareil. En fait, on est à peu près à 7 et 5, 12, à 12 000 ou 13 000 plaintes, c'est Oui, très peu, c'est pas possible. Donc je dis, est-ce que c'est parce que les femmes ne vont pas déposer plainte, oui. ou est-ce qu'on ne donne pas réellement les chiffres de dépôt de plainte? Mais je pense que c'est plutôt parce que les femmes ne déposent pas plainte. Et il faudrait que ça soit systématique, qu'elles déposent plainte, mais qu'on les accepte aussi, ces plaintes. Parce qu'il ne faut pas dissuader les femmes lorsqu'elles vont au commissariat. Ne pas leur dire non, non, c'est ton mari, il faut rentrer. Peut-être que dans les grandes villes, ça se fait de moins en moins, mais je suis sûre que dans les petites villes encore, les femmes ne peuvent pas aller déposer plainte ou sont dissuadées à le faire. Là aussi, on revient toujours à cette question de mentalité. C'est une question de mentalité, mais la mentalité, ça se change. Vous savez, on fabrique une mentalité, mais elle se change aussi. Et nous, en fait, on est passé par plusieurs mentalités dans ce pays. Donc, lorsqu'on a voulu être socialiste, on a été socialiste. Lorsqu'on a voulu être libéral, on a été libéral. Lorsque la mentalité est celle qui domine, c'est le conservatisme, avec un peu d'islamisme aussi, et beaucoup peut-être même. Donc après, quand vous voyez ça, soit vous laissez la société se créer elle-même sa propre mentalité et être coupée des directives et des lois et des politiques publiques, oui, là, nous allons vers quelque chose d'incontrôlable. Mais si on veut changer une mentalité, c'est aussi les politiques publiques qui doivent le faire. C'est aussi l'école. C'est l'école, c'est les orientations des politiciens que nous avons, qu'est-ce qu'ils nous proposent, qu'est-ce qu'ils veulent pour l'école, qu'est-ce qu'ils veulent pour la santé, qu'est-ce qu'ils veulent... Le projet de société, on revient à ce aussi, débat. on est dans ce projet de société, soit nous allons vers la modernité, mais alors vraiment sans en avoir peur, soit on est dans le statu quo dans lequel nous sommes et on attend, mais on attend quoi? On attend qu'il faut, il faut laisser les gens évoluer, parce que parfois quand les gens évoluent, vous avez toujours quelqu'un qui vient les brimer, qui leur dit « Attendez, hop, attention, ne dépassez pas la ligne, revenez vers... » Non, il faut laisser les choses se faire, aller de l'avant. Et je pense qu'on avait bien commencé les choses dans ce pays. Et puis voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve figé. Moi, je dis que nous sommes figés. L'évolution a été arrêtée quelque part. Donc il faut l'accompagner. L'évolution, ça s'accompagne aussi. Mais ça s'accompagne avec des règles, avec une politique publique. Mais il ne faut pas que la société elle-même, qui génère un comportement rétrograde et conservateur, soit celui qui nous ramène en arrière parce qu'on n'a pas pu le contrôler. Parce que vous allez dans certains quartiers, c'est le quartier qui commande. Oui. C'est ni les institutions, ni vous
qui avez envie d'être ce que vous êtes. Non, on va vous pousser à être comme eux. Moi, je me dis aujourd'hui, non, nous sommes en 2024, 2025, 24 est passé, 2025, on évolue et les jeunes sont épris de liberté. C'est tout le mal qu'on souhaite à cette société, plus de liberté, Tout le plus bien d'émancipation. aussi. Absolument. Voilà. Et Maître Aïdza, je vous remercie beaucoup d'avoir Je été vous en avec prie. nous. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous. Quant à nous, on Merci. se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro et une nouvelle thématique. Soyez au rendez-vous.